Et d'abord, je voudrais saluer les personnes qui se sont levées tôt pour parler avec nous. Elles sont à Washington. Sarah Knafo, bonjour. Bonjour André Berthet. Bonjour. Il est quoi? Il est 7h chez vous, à Washington, c'est ça. Merci de s'être levé, parce que je suppose que vous ne vous êtes pas couché très tôt hier soir. Sans être indiscrète, sans être indiscret. Non, vous supposez bien. C'est vrai que là, à Washington, tous les soirs, il y a des cérémonies et des bals pour expliquer un peu comment ça se passe, cette investiture. Depuis 2 siècles maintenant, quand un président remporte les élections, il réunit à Washington tous les secteurs économiques du pays, tous les think tanks font leur propre soirée, toutes les grandes boîtes, même tous les médias font leur propre brunch, leur propre cocktail. Ça n'existe pas en France, cette tradition, mais les États-Unis, c'est un vieux pays décentralisé où les élites du pays vivent chacun dans leurs propres États, dans la propre capitale de leurs États. Et donc, c'est uniquement tous les 4 ans que tout le monde se retrouve dans la capitale pour fêter l'arrivée au pouvoir d'un nouveau président. Donc, on est invité avec Éric Zemmour à toutes les soirées qui se font ici. C'est particulièrement intéressant. Nous, on le regarde avec un œil de Français. Et alors politiquement, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que vous voyez, typiquement hier, il y avait une soirée, donc le Liberty Ball, où vous aviez Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, et donc vous voyez tous ces gens qui détestaient Trump la veille qui se mettent en smoking pour aller fêter sa victoire aujourd'hui. Et c'est là quand même que vous apprenez que en politique, ce n'est pas la dédiabolisation qui crée la victoire, mais c'est bien la victoire qui crée la dédiabolisation. Eh oui, vae victis, malheur au vaincu, on connaît ça. Mais justement, c'est intéressant, ça dure alors sur plusieurs jours, en fait, Sarah Knafo. C'est-à-dire que ces festivités, parce que vous, comme vous l'expliquez, comme ça concerne un peu toutes les professions, ou toutes les corporations, les États, donc ça dure quelques jours. Exactement. Donc ça a commencé le vendredi. Vous avez des cérémonies pour commencer. Donc nous, on était allés au bal des crypto-monnaies. Cette année, c'était le bal le plus important parce que en fait toute l'économie est en train de se réorganiser autour des nouvelles technologies. Et Donald Trump a été le premier président américain à se déclarer pro-crypto-monnaie. Et il me semble le 2e chef d'État derrière Nayib Bukele, qui est le président du Salvador. Donc pour le secteur Bitcoin, c'est un élément révolutionnaire. Vous avez peut-être vu que le Bitcoin a dépassé la barre des 109 000 $, ce qui est vraiment colossal. Enfin, il y a des gens qui ont acheté 5 $ de Bitcoin il y a 12 ans et aujourd'hui, ils peuvent acheter un hôtel particulier à Paris avec. Donc, c'est quelque chose vraiment d'énorme. Là, j'ai été invité à ce bal par un homme qui s'appelle Michael Saylor et qui est le leader mondial du Bitcoin, si on veut. C'est quelqu'un qui y croit beaucoup, qui en parle très bien, qui est particulièrement intéressant. Il m'a invité à déjeuner chez lui le lendemain de ce bal et on a discuté de l'énergie, puisque le sujet nucléaire, c'est quand même à la base je vous disais, l'économie se réorganise autour de nouvelles technologies et l'énergie en est un sujet crucial, un sujet d'intérêt crucial. Il me racontait un élément intéressant pour nous Français, c'est que en 2020, l'administration Biden avait pour projet d'abandonner le nucléaire. Et à ce moment-là, vous avez d'abandonner progressivement, comme on l'a fait en France, vous savez, de dire à horizon 2050, il y aura plus que 50% dans le mix énergétique. Oui, comme ils l'ont réussi en Allemagne, où il n'y a plus une seule centrale. Exactement. Exactement. Comme ils ont détruit leur atout en Allemagne, avec des effets contrairement à ce qu'ils pensaient, totalement opposés aux intérêts écologiques, puisqu'ils rouvrent les centrales à charbon. Mais bon. Donc, l'administration Biden avait pour projet de réduire progressivement la part du nucléaire. Et là, qu'est-ce que vous avez dans la même année? Vous avez la révolution de ChatGPT. Et donc, on s'aperçoit, et je vais faire le lien entre les deux, on s'aperçoit que pour faire tourner les intelligences artificielles modernes, qui vont être à la base de la nouvelle révolution numérique et révolution économique, que pour faire tourner ces intelligences artificielles, on a besoin de millions et de millions de données. Ces données qui vont être stockées dans des data centers, qui vont devoir tourner avec des puissances de calcul pour pouvoir vous donner des résultats aussi rapidement. En 2 secondes, vous demandez à ChatGPT de vous écrire un poème avec le style de Victor Hugo et il vous le fait en 2 secondes. Et pour faire ça, qu'est-ce qu'il faut? Il faut de l'énergie. Et quand vous n'avez pas de nucléaire, c'est pas avec du vent que vous allez faire tourner des éoliennes, que vous allez faire tourner des milliers de data centers. Et donc là, l'administration Biden se retrouve enfermée entre 2 objectifs: être les leaders dans le domaine de l'intelligence artificielle et la course à l'innovation dans ce secteur-là, et abandonner notre électricité
abandonné le nucléaire, qui est le meilleur producteur d'électricité, pour des raisons bêtes et idéologiques, pour faire plaisir aux Verts. Comme Angela Merkel, elle a abandonné le nucléaire pour faire plaisir aux écolos. Comme François Hollande chez nous, qui a abandonné le nucléaire pour signer un accord avec les écolos. Comme Emmanuel Macron, qui est lui aussi a poursuivi dans la fermeture de Fessenheim pour signer un accord avec Nicolas Hulot. Et on pourra en passer des meilleurs. À chaque fois, pour des intérêts politiciens, on nuit aux intérêts français de long terme. Dominique Voynet, priez pour nous. C'était ça. mais dites-moi alors, non mais c'est très intéressant ce que vous dites justement sur le lien entre l'intelligence artificielle, tout ce qui va se développer, et l'énergie. Évidemment, c'est le nucléaire qui va fournir la quasi-totalité. Et alors, Sarah Knafo, c'est toujours l'envoyé spécial. Non, vous êtes l'envoyé spécial de Reconquête et de la députée européenne que vous êtes. Comment est-ce que, au-delà de l'euphorie des banquets et tout ça, qu'est-ce qu'on ressent? On ressent vraiment qu'il y a une rupture, que quelque chose est en train de se passer aux États-Unis qui est de l'ordre vraiment de la rupture? En tout cas, du changement d'air, si on veut. Tout à fait. Donc, ça c'est très clair. Vous avez dû entendre le discours hier de Donald Trump. C'est un virage à 180 degrés. Là, on n'est pas dans l'ordre de la petite réformette et de la petite mesure pour faire plaisir. C'est un virage total. Hier, il a fait quelque chose que je trouve politiquement brillant, c'est-à-dire qu'il est venu, juste après son investiture, signer ses premiers décrets devant le peuple qu'il a élu. Et ça, ça remet au goût du jour la démocratie athénienne, c'est-à-dire on vient de m'élire, je dois quelque chose au peuple qui m'a élu, je signe devant lui les premiers décrets que je lui ai promis. Donc dans ces décrets, vous aviez la sortie de l'OMS, des États-Unis, mais aussi la fermeture des frontières. Et alors, quand il dit de telles choses, là, vous aviez aussi la fin de la censure d'État. Si vous voulez, on y reviendra. Mark Zuckerberg avait dévoilé, il y a quelques semaines, que c'était la Maison-Blanche qui lui demandait de censurer des propos sur ses réseaux, donc sur Facebook et sur Instagram, les réseaux de Meta. Donc, il a aussi signé le décret pour mettre fin à la censure d'État et protéger la liberté d'expression. Mais quand vous voyez... Donc, il est venu dans une salle qui s'appelle le Capitol One, il y avait 30 000 personnes, il est venu signer ses décrets. Les gens se levaient, des standing ovations sur la signature d'un décret. Ce qu'il y a de beau dans ça, c'est qu'il rend concret le plan sur lequel il a été élu. C'est pas juste de grandes idées en disant je défendrai la liberté d'expression, ça c'est très bien, on peut le dire. Il concrétise devant les gens en leur disant vous m'avez élu, il y aura un effet aujourd'hui. Et le nombre de sujets sur lesquels les gens voient des sujets tout de suite, je crois que c'est le genre de choses qui est de nature à redonner confiance dans la politique. Les gens se disent, on va élire un courant de pensée, on va élire une nouvelle idéologie. Là, c'est pas ça. Non, on élit des mesures qui vont être mises en application dès aujourd'hui, qui vont trouver leur concrétisation ce matin même. Et donc hier, par exemple, le gouvernement a coupé l'application qui permettait aux migrants de demander des rendez-vous pour obtenir leur papier et rentrer aux États-Unis. Ils ont tout simplement coupé l'application. Donc vous voyez des millions de gens à la frontière, ça va très vite. N'exagérons rien, qui ne peuvent tout simplement pas rentrer. Ça va très vite. Vous voyez hier Elon Musk qui postait, vous savez qu'il a été désigné pour s'occuper de ce qu'ils appellent l'efficacité gouvernementale. Voilà. La réduction des dépenses de l'État et des agences d'État, etc. Exactement. Et alors, hier, ils ont coupé le site Internet des premières agences d'État. Vous voyez à quel point ils veulent montrer. Donc, il est élu le 20. À midi, il a son investiture. À 14h, vous avez déjà les premiers effets. Ça, je pense que c'est quelque chose, pour le coup, qui m'intéresse en tant que Française. Je suis contente de voir ça sur place, de voir comment tout le monde s'est préparé. Sarah Knafo, mais enfin, ça se passe comme ça en France, quand un président arrive. Et tout de suite, on a vu, regardez ce qui s'est passé avec François Bayrou comme Premier ministre, avec Emmanuel Macron à la pyramide du Louvre. Ça se passe tout de suite. Hein, on fait tout de suite. Hein, dans quelques... Non, mais est-ce que ça vous a frappé André. Écoutez, Macron est là depuis 8 ans, on n'a toujours pas vu les premiers effets positifs de ces mesures. Non, franchement, c'est une plaisanterie. Si je vous prends un exemple, la construction de prisons, Emmanuel Macron avait annoncé en 2017 qu'il créerait 30 000 places de prison. Je pense qu'aujourd'hui, on en a 6 000. Vous voyez ? Bukele au Salvador, il a annoncé un plan de construction de prison. En 7 mois, il a créé 70 000 places. Maintenant, on est sur des échelles qui sont risibles et ridicules. Et alors...
Ouais, pardon. Oui, donc qu'est-ce qui fait alors justement, parce que c'est vrai, on parlait de ça hier, enfin on avait tous les mêmes réflexions en se disant qu'est-ce qui fait que effectivement, alors l'Amérique n'est pas la France et la France n'est pas l'Amérique, comparaison n'est pas raison, mais quand même, là on voit quelqu'un, bon après 4 ans de Biden, il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus, qui dit bon maintenant allez, allez au travail, on y va, on fait, on verra les résultats, ça c'est autre chose. Mais comment ça se fait qu'en France, depuis pratiquement 4 décennies, on dit oui, on va avancer, et ça se passe sur les grandes télévisions ou sur les paroles et sur les plateaux, mais à l'Élysée, à Matignon, quel que soit la gauche, la droite, enfin si on regarde depuis des décennies, on parle, et résultat, walou, comme dit l'autre. Absolument rien. D'abord, je dirais qu'il y a 2 sujets. Le premier, c'est l'idéologie des derniers présidents qu'on a eus. Vous parliez tout à l'heure de révolution politique aux États-Unis, c'est vrai. On n'a pas élu de révolutionnaire ni un homme qui voulait vraiment changer les choses. Là, Trump a un mandat. Il a été élu, ça a été un raz-de-marée électoral pour vraiment changer les choses. Ça s'est senti dans son discours hier. À l'inverse, Emmanuel Macron a été élu par défaut avec le fameux Front républicain. Il n'avait rien promis dans sa campagne. Il a quasiment pas fait campagne en 2022. Vous vous rappelez qu'il a été élu parce qu'il y a eu ce qu'on avait appelé l'effet drapeau. Les gens ont eu peur avec la guerre en Ukraine. Ils se sont reportés sur lui. Il a rien promis dans sa campagne. La seule mesure qu'il défendait, c'est la réforme des retraites. C'est pas que ce soit quelque chose qui fait vraiment rêver les foules. Et il a été élu quand même. Donc il est arrivé sans programme, ce qui est la meilleure garantie de ne rien faire. Et d'ailleurs, vous vous souvenez de la première année de son mandat, tout le monde se disait, on ne sait même plus où il est, on ne sait pas ce qu'il fait, abonné absent, il a plus d'idées, il a plus d'énergie, etc. Donc c'était la meilleure garantie pour que le pays stagne. Et donc, comme à vélo, quand on stagne, on tombe. Et nous, quand on stagne, c'est le déclin qui continue, la dette qui continue, les migrants qui continuent d'entrer, le niveau scolaire qui continue de s'effondrer. Les OQTF qui continuent de n'être pas respectés. Sarah Knafo, on va prendre juste, pas longtemps, on va prendre 2 minutes de pause et puis on vous retrouve. C'est très intéressant ce que vous racontez, notamment sur l'intelligence artificielle et ce qui se passe en ce moment aux États-Unis. On se retrouve dans 2 minutes après cette petite pause. À tout de suite. Si je peux vous le dire, et d'ailleurs, Sarah Knafo, députée européenne Reconquête, nous l'a confirmé. Effectivement, on n'a pas attendu un jour, quelques heures, pour que les rafales des décrets et des décisions de Donald Trump et de son équipe arrivent vraiment, je dirais, en escadrille. Sarah Knafo, au fond, aujourd'hui, parce qu'on sait que Washington, enfin moi j'y suis allé il y a 1 mois, juste après l'élection de Donald Trump, et je me rappelle qu'ils se demandaient tous à quelle sauce ils seront mangés. L'administration, les fonctionnaires, ils étaient très démocrates là-bas, hein, et j'ai eu quelques témoignages assez intéressants. Est-ce que les gens que vous avez rencontrés, etc., évidemment, ils sont plutôt, évidemment, du côté de Trump et ils sont pleins d'espoir. Mais est-ce que, franchement, la purge, est-ce qu'il va pouvoir attaquer, peut-être pas détruire, mais attaquer l'État profond, le fameux Deep State dont on parle? En tout cas, il s'organise pour. Là, si il est en train de prendre autant de décrets aussi rapidement, c'est aussi parce qu'il a compris de son premier mandat en 2016 que si on arrivait en n'étant pas très préparé, comme malheureusement les politiciens français le sont, et en se disant on verra bien une fois qu'on sera au pouvoir, il y aura bien des hauts fonctionnaires qui vont venir nous aider, on nous dira ce qu'il faut faire, on nous expliquera une fois qu'on y sera, etc. Ouais. Bon, d'abord, si on laisse penser ça aux Français, c'est sûr qu'on n'est pas élu. Ça donne pas du tout envie d'élire quelqu'un qui sait pas exactement ce qu'il va faire, mais qui verra une fois arriver. Et deuxième chose, ça fait perdre un temps fou. Et ce dont Trump s'est aperçu, c'est que ça avait laissé le temps à ses adversaires de s'organiser. Oui. Donc tout le temps qu'il avait perdu à ne pas agir en arrivant lors de son premier mandat, en réalité, c'est l'administration qui a repris ses droits. C'est les services de renseignement américains, ça vous avez dû voir, c'est écrit dans beaucoup de livres. Il y a même dans mes souvenirs le patron de la CIA qui en avait publié une sorte de mémoire pour raconter comment ils se faisaient une gloire d'avoir bloqué Donald Trump, et ils en parlaient en disant c'était les adultes contre l'enfant
qui essayait de limiter les actions du président élu par le peuple. FBI aussi, FBI et CIA avaient bien contribué au poignard dans le dos, au coup de couteau dans le dos. Et d'ailleurs, eux le disent, vous savez, parce que les gens vont dire c'est complotiste de dire ça, etc. Mais alors là, pour le coup, c'est même pas le récit de Trump auquel je crois, c'est leur récit à eux. Ce sont eux qui racontent avec fierté comment ils ont réussi à bloquer certaines actions. En France aussi, vous avez nombre de ministres, nombre de présidents qui vous racontent, et Nicolas Sarkozy parmi eux, qui vous racontent comment, une fois arrivés à l'Élysée, la haute fonction publique, les inspecteurs des finances, les conseillers d'État sont venus leur dire ça c'est pas possible, ça on peut pas faire, oh, mais ça vous savez c'est une mauvaise idée, c'est irréaliste, et qui sont venus comme ça briser dans l'œuf toutes les raisons qui avaient fait qu'ils avaient été élus. Donc, sans même aller jusqu'à parler d'État profond, c'est l'administration française qui bloque tout. Et d'ailleurs, c'était la deuxième partie de la réponse que je voulais vous faire tout à l'heure. Je vous avais dit, d'une part, on a des présidents, des politiques qui en réalité veulent pas changer les choses en profondeur, donc ils sont souvent élus sur des programmes qui sont pas vraiment révolutionnaires, dans le bon sens du terme. Et deuxième chose, quand bien même ils auraient de bonnes idées, à la fin, ils se laissent enfermer par la bureaucratie, enfermés par l'administration. Je pense vraiment qu'il faut les connaître pour savoir comment les contourner. Moi, si vous voulez, je les connais bien, j'ai fait la même école qu'eux. Quand j'étais à la Cour des comptes, mon métier, c'était précisément de contrôler l'administration. Donc, on voit comment ils travaillent, on voit ce qu'ils considèrent impossible. Et en fait, tout simplement, moi, quand j'ai travaillé en préfecture et j'avais un préfet qui me disait, quand vous avez dans vos équipes un technicien qui vous dit « ça, c'est pas possible, ça, monsieur le préfet, on peut pas le faire », alors il faut passer sa nuit à faire le métier de ce technicien, à voir... pour le démentir et pour essayer de le contrer. Exactement. Et il y en a qui ont peur de la technique. Ils veulent pas mettre les mains dans le cambouis. Ils regardent, ils veulent prendre une décision à la fin. Ils font confiance à tous les techniciens. C'est très bien de faire confiance. Mais quand vous avez un individu qui bloque ou une administration qui bloque, il faut être capable d'entrer dans le dur de la matière et d'aller démêler les fils un par un. Je pense qu'aujourd'hui, on n'arrivera à rien si on ne fait pas cette démarche. Et je pense que c'est aussi ce qu'est en train de faire Trump ici à Washington, c'est-à-dire dès le premier jour, plan d'exécution. Il a demandé à tous ses ministres, à tous les membres de son gouvernement, avant d'arriver, je veux que vous ayez votre plan d'exécution prêt. Une idée sans plan d'exécution, c'est pas une bonne idée. Et donc ils arrivent, ils sont prêts. Et s'il y a des nœuds gordiens, on les tranche. Tout à fait. C'est intéressant, Sarah Knafo, parce que ce que vous avez pu utiliser comme mot, c'est presque mot pour mot ce que dit Elon Musk quand il parle de ses entreprises et du management. Il dit, moi, à toutes les entreprises, je vais voir s'il y a un frein, un nœud qu'il y a. C'est la seule chose, je suis là uniquement pour démonter, pour dénouer le lien qui bloque. Exact. Pour résoudre les problèmes. Et donc, c'est vrai, c'est la méthode d'Elon Musk aussi. Il est capable de rester. Alors là, je vous disais tout à l'heure les cérémonies, etc. J'ai rencontré l'un des responsables de XAI, donc c'est l'intelligence artificielle de Twitter, Grok, qui vient d'être créée. Donc, j'ai rencontré, ils étaient 10 dans l'équipe à créer ça. J'ai rencontré l'un d'entre eux, vraiment un garçon très brillant, 30 ans. Extrêmement fort, mais bon, passons. Et qui me disait, la méthode de Musk, c'est, il a plusieurs projets. Hein. Il lance des fusées, il crée des voitures électriques, il crée l'intelligence artificielle. Il l'a créé en 122 jours, me racontait ce Starlink et compagnie. 122 jours pour créer XAI. Et donc, ce qu'il me disait, c'est que Elon Musk, c'était quelqu'un qui était capable de venir dormir dans son entreprise pendant 10 jours, de dire, bon, où est-ce que vous bloquez, où est-ce que ça ne marche pas, exactement ce que vous disiez. Et il reste avec toute son équipe, donc là, ils étaient 10, pendant 10 jours, ils mangent des pizzas ensemble, ils font des nuits blanches ensemble, ils réfléchissent ensemble, et au bout de 10 jours, ils ont avancé à une vitesse fulgurante, il repart, et là, il va chez Tesla pour continuer d'aller résoudre des problèmes et aider ses équipes. Donc vous revenez, juste pour la dernière question, Sarah Knafo. Là, vous allez quitter Washington bientôt, vous revenez en France. Vous êtes demain soir. Demain soir. Morale remontée, morale en se disant, sans faire du mimétisme, on va pouvoir peut-être faire quelque chose et ça encourage ce qu'on a vu, ou pas? Alors moi j'ai toujours le moral, mais oui, ce qui fait plaisir à voir, c'est qu'on sent, d'ailleurs c'est pas que moi, on sent dans le peuple français que ça a créé un espoir. Vous devez le voir autour de vous, André. On voit bien que ce vent de liberté qui est en train de souffler aux États-Unis, en réalité, dépasse largement le continent américain. On sent que c'est quelque chose qui est en train d'arriver partout. Hier, c'était en Italie, en Argentine, au Salvador.
Demain, j'espère en Grande-Bretagne avec Nigel Farage. Après-demain, j'espère en France avec nous. Avec Orban. En Hongrie déjà avec Orban, oui, tout ça. Ouais. Ça fait des années maintenant. Mais on sent bien que les sujets qui sont aujourd'hui portés aux États-Unis, on a des sujets qui se posent presque dans les mêmes termes en France. Quand vous voyez qu'hier, Donald Trump ouvre le sujet, plutôt ferme le sujet des transgenres, du changement de sexe par les enfants à l'école, de la propagande à l'école, on a exactement le même débat en France. Donc bien sûr que ça ouvre des perspectives, ça montre que c'est possible. On va être très curieux de voir ce qu'ils vont faire dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Quand vous voyez que la liberté d'expression, vous avez un tweet d'Elon Musk un matin, l'après-midi, c'est le débat public en France. On voit bien les connexions en termes de débat public. Et moi, ce qui m'amuse, c'est que tous les gens qui nous ont fait subir l'influence américaine pendant des années, qui nous ont fait subir le wokisme, qui est venu des universités américaines pour arriver à Sciences Po et se déverser dans nos facs, tous ces mêmes gens qui nous ont fait subir le pire des États-Unis se plaignent aujourd'hui qu'il y aurait une influence américaine sur notre débat public. C'est de leur faute si on a été connecté aux États-Unis. Une Donc, interférence. il y a quelque chose quand même exactement de comique à voir des gens qui ne se sont jamais plaints de l'ingérence américaine quand les États-Unis espionnaient nos industries pour s'emparer d'Alstom, qui se sont jamais plaints des États-Unis avec l'extraterritorialité du droit américain, qui se sont jamais plaints quand Frédéric Pierucci a été enfermé sous Barack Obama dans les prisons américaines, et qui soudain, parce que Elon Musk veut permettre à tout le monde de s'exprimer sur Twitter, alors là c'est menace de contre-coup. Bah là, soudain on retrouve un peu de fermeté. Alors moi ce qui m'agace, c'est de voir des politiciens français qui sont plus sévères et plus fermes avec Elon Musk qu'avec le gouvernement algérien. Oui, mais ça, c'est vrai. On a une inversion totale. C'est vrai, mais vous savez, en France, on ne change pas une équipe qui perd. Mais je voudrais juste vous dire quelque chose. Je voudrais finir là-dessus, mais quand même, la déclaration la plus importante, c'est une révélation de Donald Trump. Et franchement, les gens ne dorment plus du tout. Il paraît qu'il y a un homme et une femme, et c'est tout. Il y a deux genres. Il y a un homme et une femme. Vous imaginez de cette espèce de vérité terrifiante qui nous a... Moi, je croyais qu'il y avait des saules pleureurs, qu'il y avait des fourmiliers tamanoirs, qu'on pouvait avoir changé de genre comme on veut. Non, 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 il y a un homme et une femme. C'est terrible. Merci, Sarah Knafo. Merci, André Marcof. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Washington. Oui, nous sommes toujours à Washington. Et nous avons reçu Sarah Knafo, nous avons eu en direct de Washington.